L'instabilité politique, les incertitudes économiques, tout cela va-t-il peser sur le marché immobilier? Faut-il attendre ou au contraire profiter des opportunités? Eh bien, on va voir ça avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo pour nous aider à décrypter l'évolution du marché, à y voir plus clair dans cette période un peu trouble d'instabilité, d'incertitude. Deux invités qu'on est très heureux de recevoir sur le plateau. Tout d'abord Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. SD Conseil et auteur du livre Manuel de survie dans la jungle immobilière, qui sort en ce moment aux éditions du Rocher. Franck Vigneault, bonjour. Bonjour Olivier. Franck, directeur du laboratoire de l'immobilier, spécialiste des études de marché dans l'immobilier. Alors, on attend. On va voir avec vous, pas évident de se projeter, mais vos éclairages. Et tout d'abord, en introduction, j'ai envie de vous demander justement, est-ce que l'instabilité politique, les incertitudes économiques, tout cela va peser sur l'activité immobilière et les intentions d'achat et de vente? Qui veut démarrer? Stéphane? Pour acheter sa résidence principale, sans doute non, parce que là, les enjeux sont différents. Alors peut-être que l'instabilité va nous amener une petite hausse de taux, puisque notamment les banques refrisotent un petit peu à la hausse en termes de taux. Donc pour celui qui veut acheter sa résidence principale, ça n'aura que peu d'incidence. Le marché est sain, les prix sont stables, en tout cas ils ont arrêté de baisser, les taux sont corrects. Donc pour sa résidence principale, c'est le moment d'y aller. En revanche, pour les investisseurs, c'est plus compliqué. L'instabilité, et notamment, comme tout le monde le sait, ce fameux statut du bailleur privé qui devait arriver là, et notamment à partir de décembre, qui va le présenter, qui va le voter? Tout ça, aujourd'hui, on n'en sait plus rien. Est-ce qu'on va arriver à faire voter le projet de loi de finances pour l'année prochaine? Donc tout ça sont des incertitudes qui font que, notamment, les investisseurs en immobilier attendent, n'achètent pas. Donc le marché est collé. Et avec les besoins de logement qu'on connaît tous, c'est pas une bonne nouvelle, ça, par contre. Résidence principale, pas de changement, on y va. Du côté de l'investissement, de la prudence, la fiscalité, tout ça peut évoluer. Franck? Alors, s'il y a bien deux choses dont les investisseurs ont horreur, ce sont l'incertitude et l'instabilité. Donc, effectivement, en ce moment, on cumule les deux. Pour autant, je pense qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. D'abord, l'immobilier s'inscrit sur un temps long. Donc, on est au-delà d'un horizon de 3 à 5 ans. C'est 15 ans, 20 ans, etc. Et effectivement, quand on regarde, quand on lit les informations, etc., il y a une espèce de sentiment de sidération. On a l'impression qu'on a la maîtrise sur rien, sur tous les événements géopolitiques. Or, s'il y a bien une chose dont on a la maîtrise, ce sont ses projets, c'est son avenir, projet de retraite, projet de constitution de patrimoine. Nous, le message que l'on donne aux investisseurs, c'est n'attendez pas. De toute façon, le temps joue contre vous. Il y a de l'inflation, donc votre capital s'érode mécaniquement. Si vous attendez, ne croyez pas que les prix vont baisser. Il y a une inflation régulière des prix de l'immobilier. Je ne sais pas si on peut regarder les courbes, mais si on regarde l'indice des prix de vente notaire INSEE, que ce soit l'ancien ou le neuf, vous prenez 2 points écartés à 10 ans, on a systématiquement un point à 10 ans qui est au-dessus du point précédent. Donc, première leçon, c'est que déjà on est sur un temps long et que deux, mécaniquement, les prix vont continuer à augmenter. Les taux, effectivement, ça pèse sur les intentions d'achat parce qu'on se dit ma mensualité va augmenter. Si vous êtes investisseur, n'oubliez pas que les intérêts viennent en déduction de vos revenus locatifs, donc ça n'a quasiment pas d'incidence. Et si jamais les taux devaient baisser dans 2, 3 ans, 4 ans, vous pouvez toujours renégocier votre crédit. Bon. Donc le message qu'on donne, c'est ne restez pas passif, agissez. C'est la seule chose sur laquelle vous ayez une emprise. Voilà, c'est votre sort. Alors justement, Franck et Stéphane, on va rentrer dans le détail. On va dresser un panorama pour y voir clair à la fois sur le neuf, sur l'ancien, et puis évidemment donner des conseils pratiques à tous ceux qui nous écoutent et vous écoutent. Tout d'abord, sur le neuf. Alors le neuf, de moins en moins d'investisseurs, la fin du Pinel depuis décembre 2025. Quand on souhaite investir dans le neuf, qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que ça vaut encore le coup, Stéphane? Oui, ça vaut encore le coup parce que, alors dans le neuf, actuellement, il y a des promos extraordinaires. Les promoteurs font de très belles réductions de prix parce que ils ont besoin de boucler leur programme. Donc effectivement, il y a des opportunités. Alors,
le LLI, c'est pas un franc succès. Alors, logement locatif intermédiaire. Le logement locatif intermédiaire, c'est un petit peu complexe, les avantages sont pas énormes, il faut monter une SCI, etc. Il reste effectivement le géré, l'immobilier géré, donc les résidences services. Bon, qui ont aussi des contraintes, hein, donc il faut être aussi prudent sur ce marché. L'étudiant se porte pas trop mal, mais il faut être aussi prudent sur ce marché. C'est pas la même liquidité qu'un studio classique, etc. Alors, on a peut-être, je sais que certains promoteurs, notamment avec le statut du bailleur privé, acceptent des contrats de réservation sous conditions suspensives que le statut voit réellement le jour. Hein, donc, j'ai échangé avec des promoteurs qui me disaient que oui, ils l'acceptaient. Parce que c'était quand même à peu près probable. Et effectivement, notamment si on veut louer en nu, le statut du bailleur privé, si d'aventure il voit un jour le jour, est quand même beaucoup plus favorable en location nue. Bon, en meublé, ça ne change pas grand-chose, mais en location nue, c'est beaucoup plus favorable. L'amortissement. Avec un principe d'amortissement, etc. Donc, pour ceux qui veulent, dans le neuf notamment, profiter des opportunités de prix qui sont quand même très importantes en ce moment, en sécurisant en même temps le moyen terme pour pouvoir bénéficier de statut, de pouvoir réserver un bien en mettant en condition suspensive le fait que le statut du bailleur privé voit le jour. Donc ça, c'est peut-être possible. En tout cas, je sais que certains promoteurs l'acceptent d'ores et déjà. Donc voilà, pour les investisseurs, c'est peut-être intéressant. Et puis sinon, pour ceux qui veulent acheter leur résidence principale dans le neuf, c'est intéressant. Il y a le PTZ en plus, le prêt à taux zéro. Oui. Donc il y a des avantages sur le neuf qui sont très intéressants, notamment pour les ménages qui ne gagnent pas des fortunes, les classes moyennes. Ça peut être tout à fait intéressant d'acheter dans le neuf pour sa résidence principale. Prêt à taux zéro, on le rappelle, hein, donc pour les primo-accédants qui permet de couvrir jusqu'à 30% pour l'achat d'une maison neuve et 50% pour l'achat d'un logement neuf dans le collectif. Alors, sur le neuf, Franck. Alors, je rejoins totalement Stéphane. C'est un pari sur l'avenir aussi, il faut avoir confiance. Absolument, il faut se projeter. On a un actif qui va prendre de la valeur dans le neuf. Clairement. Alors, je rejoins tout à fait Stéphane sur la partie accession. En ce moment, des offres commerciales, il y en a partout, des frais de notaire, des réductions par nombre de pièces, des cuisines, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Vous êtes en position de force pour négocier. Il y a le PTZ qui peut donner un coup de pouce, effectivement, aux ménages plus modestes. Côté investissement dans le neuf, c'est très violent. On a eu les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers la semaine dernière. Il y a à peu près 4800 réservations qui ont été faites au cours des 6 premiers mois. Oui. On a des volumes qui sont divisés par 6 par rapport aux meilleures années. Donc c'est vraiment la grosse dépression. Ça veut dire que le LLI, effectivement, n'a pas trouvé son public pour les raisons évoquées par Stéphane. C'est complexe, c'est lourd, c'est coûteux. Et derrière, le taux de rendement interne, qui est vraiment ce que ça vous rapporte au bout du bout, en tenant compte des flux financiers, n'est pas très dynamique. Il est inférieur à celui du livret A. Donc effectivement, prendre autant de risques pour si peu, ça ne convainc pas beaucoup d'investisseurs. Je crois qu'il y a un gros virage qui s'est opéré depuis la fin 2024 avec l'arrêt du Pinel Plus. Et ça, on peut le mesurer avec des statistiques d'un logiciel de simulation qui s'appelle Top Invest, qui est utilisé par plus de 10 000 personnes. Vous avez 3500 conseillers en gestion de patrimoine, des réseaux bancaires, des distributeurs, etc. L'an dernier, le Pinel Plus, c'était plus de 56% des simulations. Donc c'était vraiment le produit par excellence pour les investisseurs dans le neuf. Aujourd'hui, ce qui arrive en tête, c'est le LMNP, donc le loueur en meublé professionnel, neuf essentiellement. Alors, on le voit, 60% des simulations, attention, ce ne sont pas des réservations, mais c'est vraiment le dispositif qui est le plus proposé. Et ensuite, c'est de l'ancien, avec le de Normandie. Comme ça, on fait la transition avec l'ancien. Alors, de Normandie, ça fonctionne? Alors, ça fonctionne. On disait que c'était le Pinel de l'ancien. Alors, il faut acheter un logement, de la rénovation. Il y a, dans les cœurs de ville, c'est du cœur de ville. Alors, il y a 1971 communes et quelques. Éligibles. La liste évolue régulièrement. Il faut effectivement qu'il y ait au moins 25% de travaux. Vous êtes obligé de faire appel à un opérateur externe pour pouvoir présenter les factures, en fait. Et que ces travaux représentent donc, à minima, un quart du prix. J'allais dire attention au prix. C'est le vrai sujet pour moi sur le de Normandie. Il faut qu'on soit sur un vrai logement intermédiaire, tout comme le logement Pinel. Ça veut dire qu'on a des loyers plafonnés. Et donc, si vous voulez avoir des rendements locatifs intéressants, vous devez être vigilant sur le prix. On a fait une petite étude, on a analysé plus de 1300 logements de Normandie. Il faut savoir que l'an dernier, il y a eu à peu près, un peu moins de 3000 logements de Normandie. Donc, on est quand même sur un marché assez confidentiel. On est en moyenne aux alentours de 3800 € le mètre carré. Ouais. Voilà, entre 3000 et 3008. Donc ça, c'est du vrai logement intermédiaire avec des rendements locatifs bruts de 4, voire plus, 4 en moyenne.
et donc des enveloppes de l'ordre de 171 000 €. Donc là, on a un vrai écart de prix. Hein. Je vous rappelle que le neuf aujourd'hui, hors stationnement, on est à 5 200 € le mètre carré. Oui. Ça fait du 5 500 stationnement inclus. Voilà, 3 800, 5 500, on a un vrai écart entre les deux. Et du coup, on retrouve du rendement et des produits qui font sens. Stéphane, le de Normandie pour un investisseur? Oui, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal du tout. Si on est sur des secteurs intéressants, c'est bien. Il faut être prudent sur le de Normandie parce que y a à peu près 70% des villes qui sont dans des zones détendues, donc qui sont pas ultra dynamiques. Mais ça fait partie notamment des conseils qu'on peut donner, des conseils de bon sens bien aussi. C'est que si on vit sur une ville de Normandie, qu'on connaît les prix, qu'on voit passer une opération intéressante, qui est cohérente avec les prix du secteur, bah oui, effectivement, il faut y aller, parce qu'on a un bien qui est refait à neuf, qui ne nécessitera pas de travaux d'entretien pendant de longues années. Les rendements sont corrects, on a quand même de belles économies d'impôts. Donc oui, sur un secteur qu'on connaît, avec un opérateur sérieux, ça peut être tout à fait intéressant. D'accord. Le de Normandie, oui, Franck. La bonne nouvelle, justement, en termes de sectorisation, c'est qu'en théorie, on a 75% des communes en zone C, je crois que c'est 84% en zone B, 2 C, mais en pratique, on le voit avec la répartition, on a des opérations qui sont plutôt en zone B1 et B2. Donc, naturellement, les opérateurs se sont recentrés vers les secteurs les plus dynamiques. Donc, vous nous dites, résidence principale, on y va. L'investissement, très prudent, on attend un petit peu, justement, si le statut du bailleur privé verra le jour. Autrement, il y a quand même, dans chaque crise, aussi des opportunités. Le de Normandie, ça s'étudie. Dans l'ancien, tout ce qui est gestion, enfin, en tout cas avec les résidences étudiantes, les résidences services, très bien. Sur les conseils pratiques, maintenant, on va voir sur ce marché. Tout d'abord, un mot, bien sûr, Stéphane, du manuel de survie dans la jungle immobilière. On en a bien besoin. Là, ce sont des conseils très pratiques, ça. C'est plusieurs années, on ne va pas dire plusieurs décennies, d'expérience. Oui, 35 ans d'expérience. Et surtout, comme vous le savez, j'ai créé et développé pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Donc j'ai eu la chance de travailler, de rencontrer les meilleurs investisseurs de la place dans des villes différentes. Et j'ai pu constater qu'ils avaient à peu près toujours les mêmes stratégies, c'est-à-dire plutôt des petites surfaces dans des secteurs... Pas dans les secteurs bourgeois, plutôt dans les secteurs intermédiaires ou populaires, avec aussi cet aspect très important d'un investissement local. C'est-à-dire que voilà, il faut investir près de chez soi, sur un marché qu'on connaît, dont on connaît les prix, et pour faire des bons coups, il faut être sur tous les coups. Ouais. Ça veut dire qu'il faut travailler un petit secteur le plus petit possible, le sud de Boulogne ou le nord de Clermont-Ferrand. Il faut travailler vraiment un tout petit secteur, être sur tous les coups, et ensuite avoir aussi en tête que il faut s'en occuper en partie soi-même. Hein, quand j'entends parler de revenus passifs, je bondis à chaque fois parce que c'est tout sauf passif. Il faut y mettre de l'énergie, c'est des soucis, c'est de la charge mentale. Il faut en avoir aussi conscience. On peut développer des patrimoines importants, mais il faut aussi avoir ces notions en tête qui sont très importantes. Et puis aussi, bien entendu, il faut savoir travailler la fiscalité, hein, parce que la fiscalité, voilà, elle est quand même très lourde. Hein. Il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers que la France dans le monde. Hein. Là, on est champion du monde. Ouais. Donc, effectivement, il faut anticiper l'impôt. Donc, heureusement, il y a des solutions. Il y a les intérêts d'emprunt, il y a les travaux si on veut louer en nu, il y a les amortissements si on veut louer en meublé, il y a les transferts de loyers ensuite à ses enfants étudiants, etc. Il y a des solutions, mais il faut les anticiper parce que sinon, assez vite, il y a la moitié ou les 2/3 de vos loyers nets qui repartent en impôts. Donc ça, c'est pas possible. Ouais. Il faut absolument l'anticiper. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre ici, avec justement les fondamentaux. Tout ça peut évoluer, mais il y a vraiment des fondamentaux, et vous l'expliquez très bien, Stéphane. Ouais. Le livre fait 320 pages, donc manuel de survie dans la jungle immobilière. Les conseils pratiques, Franck. Alors, les conseils sont des conseils de bon sens, comme toujours. D'abord, l'emplacement. Ouais. Ça fait un peu poncif, mais l'emplacement est essentiel. Alors, l'emplacement, on peut avoir deux stratégies d'ailleurs en termes d'investissement. Soit on va prendre un produit très sécure avec un emplacement premium. L'inconvénient, la contrepartie, c'est que vous allez payer cher et vous aurez un rendement, si vous êtes investisseur, qui est plutôt modeste. Ou alors, effectivement, un quartier en devenir, en tout cas intermédiaire. Là, tout de suite, on a une décote de prix très importante
et un rendement locatif qui augmente. Mais vous prenez un peu plus de risques. C'est toujours le lien entre le risque et le rendement. Voilà, en immobilier, c'est la même chose. Et c'est du travail en plus. Et c'est du travail. Autre conseil, Stéphane. Oui, alors en ce moment, je pense qu'il y a vraiment des opportunités aussi sur les passoires thermiques. Oui. Parce que donc classé G, G+, et G, les G, les F et G. Enfin, G sont déjà interdits maintenant de louer. Les F, dans 2 ans. Donc tout ça va très vite. Donc je pense qu'il y a vraiment des opportunités sur les passoires thermiques. Parce que, alors vous avez vu passer l'info cet été, par un tour de passe-passe, on a remis 850 000 logements dans le parc qui étaient exclus des G, qui ont été remis dans le parc. De nouveaux calculs pour permettre un nouveau calcul sortir, qui ne pénalise plus le chauffage électrique, ce qui est d'ailleurs une aberration, parce que on nous pousse à rouler à l'électrique notamment, mais pour le chauffage, si on était chauffé à l'électrique, on était pénalisé. Donc là, on comprenait rien. C'est quand même l'électricité, c'est décarboné grâce au nucléaire. Enfin bon, bref. Donc, et puis surtout, MaPrimeRénov', vous avez vu passer l'info aussi cet été, a été rogné des 2/3 et sera plafonné en nombre de dossiers. C'est-à-dire qu'il y aura, je crois, de prévu d'autoriser 13 000 dossiers, je crois, pour l'année 2026. Donc il y a 5 millions de passoires thermiques. À ce rythme-là, il faudra 384 ans. 384 ans pour rénover le parc. Donc bon, c'est pas, on pourrait en rire, mais c'est quand même grave, parce que ce sont des centaines de milliers de logements et bientôt des millions de logements qui potentiellement vont sortir du parc. Donc moi, j'ai fait un pari déjà officiellement depuis quelques mois. On n'ira pas au bout. Les dates qu'on connaît vont sauter. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Chacun voit et constate, et là en septembre c'est pire que jamais. On rappelle les dates, 2028, interdiction de la location pour les biens classés F et 2034 pour les biens classés C. Mais les G sont déjà potentiellement interdits aujourd'hui. Donc moi je fais partie de ceux de plus en plus nombreux qui pensent que les dates ne sont pas tenables, donc que les dates vont sauter ou être reportées au calendrier grec. Mais enfin en tout cas, on n'a pas les moyens, tout simplement. On n'a pas le parc locatif suffisant. À Paris, je crois là en septembre, c'est 800 demandes pour un studio, 800 demandes de dossiers complets avec les garants, etc. Donc on n'a pas les moyens de sortir autant de logements du parc. La rénovation, on n'a plus les moyens non plus d'assurer de grosses parties de sponsoring sur ces rénovations. Alors que c'est le sens de l'histoire, il faut y aller. Bon. Ça, on est tous d'accord, mais donc il faudra prendre plus de temps que ça, tout simplement, alors peut-être au travers aussi de plus de construction, de plus de neuf, mais enfin, en tout cas, moi je suis persuadé que ces interdictions vont sauter. Or, aujourd'hui, le marché, notamment des G, il est flat, personne n'en veut. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de visite, donc il y a des opportunités très intéressantes pour ceux qui se positionnent sur du G, parce qu'il y a encore une psychose collective autour de ces interdictions de louer, donc là, il y a des opportunités, il y a des coups de fusil à faire sur des G dont personne ne veut aujourd'hui. Franck. Oui, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, effectivement, le calendrier loi climat et résilience est absolument intenable. On parle de 5 millions de logements, effectivement. 5 millions, si vous prenez un ticket à 30 000 euros, je suis très très optimiste, on parle de 150 milliards d'euros à trouver pour faire des rénovations. On n'a pas les moyens, et en plus de ça, on n'a pas les entreprises. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises qualifiées aujourd'hui pour effectuer ces travaux de rénovation. Donc c'est clair qu'on ne pourra pas tenir ce calendrier, c'est une évidence. Voilà. Sur les opportunités, alors oui, effectivement, la rénovation, ça fait partie des enjeux. En termes de conseils, moi, aujourd'hui, je conseillerais d'être vigilant sur les prix. Il y a plein de moyens d'information aujourd'hui, quand on est un particulier, pour s'assurer que les prix qu'on nous propose sont cohérents. On a, alors les sites des notaires, le problème des notaires, c'est qu'on est toujours on regarde un peu dans le rétroviseur. Parce que c'est l'acte authentique de vente. Exactement. Il y a un site qui est pas très facile à utiliser, mais qui est très précis pour le coup, c'est le site des demandes de valeur foncière, les DVF, où là, vous pouvez regarder vraiment à côté de chez vous, qu'est-ce qu'il y a eu comme transaction, à quel prix, les caractéristiques du bien, son adresse, vous avez vraiment toutes les informations. Il y a plein de sites d'annonces, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous donne une tendance. Exactement, ça vous donne une tendance de prix, donc vous voyez si votre bien est peut-être un petit peu au-dessus ou en dessous en fonction de ses caractéristiques. Donc l'essentiel, c'est vraiment de bien s'informer avant de se lancer.
Pour ceux qui sont en capacité d'acheter, bien mesurer son budget au départ, faire le tour des aides, hein. On l'a évoqué, prêt à taux zéro, d'autant que ça peut être complété aussi par d'autres aides. Surtout donc si c'est un premier achat, mettre les banques en concurrence, faire appel à un courtier, il faut prendre en compte bien sûr la valeur du bien. L'immobilier, c'est pas qu'un prix et des mètres carrés. L'emplacement, vous l'évoquiez, la proximité des transports, la qualité du bâti, bien anticiper le coût d'éventuels travaux. Regardez, faut le voir quand même, le DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique, faire des simulations, on compare, on n'hésite pas à négocier, pas se précipiter. Le projet immobilier est souvent lié à un projet de vie, Stéphane. Oui, alors profiter des aides, oui, il faut regarder les aides, mais il ne faut pas non plus s'accrocher trop à des aides qui vont en plus être rognées, etc. Si elles existent. Oui, bien sûr, mais il faut aussi regarder dans le détail. Moi, ce que j'ai constaté, notamment par rapport à ma prime rénov', pour rénover du bâti ancien, etc., c'est que globalement, alors à part pour les ménages très modestes où on peut aller jusqu'à 60-70% d'aide, mais pour les classes moyennes, globalement, vous allez avoir 30% d'aide. Mais sauf que les artisans RGE sont en moyenne, il y avait eu des études effectivement de que choisir, etc., 50 à 60% plus cher que les artisans classiques. Ouais. Donc, à quoi ça sert? Je parlais d'aide, notamment le prêt à taux zéro. Surtout, c'était plus les aides locales pour aider justement ceux qui veulent accéder à la propriété. Le prêt à taux zéro, c'est très bien. Le prêt à taux zéro, c'est très bien. Et c'est une très bonne chose qu'il ait été accordé sur tout le territoire. Parce que jusqu'à l'année dernière, c'était uniquement sur les zones tendues et les maisons individuelles étaient exclues. Donc là, effectivement, c'est revenu sur les maisons individuelles et sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est très bien. Oui, le PTZ, là, c'est un coup de pouce bienvenu, effectivement. Mais de toute façon, l'État, on le sait, l'État, les taxes, les impôts sur l'immobilier, ça représente 97 milliards d'euros. Et effectivement, il y a 50 milliards de dépenses de l'État sous forme de subventions, d'aides, etc. Donc, on peut dire que l'immobilier est une vache à lait, malgré tout. Donc, les aides, elles sont données. Et quand on voit, par exemple, les aides qui ont été supprimées dans le neuf, c'est quand même un peu une aberration, parce que, notamment sur la loi Pinel, dans sa dernière version, ça effectivement, c'était 14%, je crois, qui était accordé de réduction d'impôts, mais ça rapportait tout de suite 20%. Oui. Donc l'État était très très gagnant. Il prenait 20% tout de suite et il donnait 14% sur 9 ans. Donc là, il y a eu un manque à gagner extraordinaire, ce qui ne nous aide pas pour notre projet de loi de finances. Et c'était un dispositif procyclique. Donc dans un marché en plus qui est déprimé, vous accélérez la chute de ce marché-là. Politique du logement, qu'est-ce qu'il faudrait justement? Qu'est-ce que vous conseillez, ou même pour aussi, au final, fluidifier l'activité immobilière? Franck? Alors déjà, il faudrait changer un petit peu de stratégie, parce que jusqu'ici, depuis, prendre une date au hasard, 2017, on a eu quand même une série de mesures qui ont pilonné systématiquement le logement. Ça a démarré avec la réduction des APL, même si c'était symbolique. On a enchaîné avec l'instauration de l'IFI, on a tapé dans les recettes des logements sociaux, on a supprimé on a supprimé la taxe d'habitation qui a été une bêtise monumentale, mais maintenant, à part augmenter la taxe foncière, on ne sait pas trop quoi faire. Il faudrait déjà donner de la visibilité, de la stabilité. Alors, effectivement, c'est ce qui est préconisé par le fameux rapport parlementaire. Pour le statut du bailleur privé. Voilà, avec le statut du bailleur privé. L'investisseur privé comme un acteur économique. C'est un grand pas en avant, parce que jusqu'ici, effectivement, on considérait le propriétaire bailleur comme une espèce de nanti qui abusait du locataire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plus de 95% du parc locatif privé qui est détenu par des particuliers. Ça veut dire que la réponse ne sera pas que fiscale, c'est aussi changer le regard sur l'investisseur. Changer de regard, effectivement, et reconnaître ce rôle essentiel. C'est les particuliers hébergent un quart des ménages français, il ne faut pas l'oublier. Donc, à force de les décourager, on va définitivement déstabiliser le parc locatif. Stéphane, inciter à investir dans l'immobilier? Oui, le souci qu'on a, c'est qu'on est pris en quelque sorte dans un étau, c'est-à-dire un étau avec notamment des plafonnements des loyers. Aujourd'hui, quasiment toutes les métropoles plafonnent les loyers. Donc on a un étau à la hausse, c'est-à-dire qui nous empêche de louer un prix de marché, et une fiscalité de l'autre côté qui vous mange. Encore une fois, il n'y a pas de pays qui
taxes plus les loyers que la France, puisque c'est votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux à 17,2, plus la taxe foncière qui a pris 33% en 10 ans, plus l'IFI, le cas échéant. Donc voilà, le net, notamment si on est en zone tendue qui plafonne les loyers, si vous êtes à l'IFI, vous êtes quasiment en rendement négatif. Donc à Paris, on est passé, encore au début des années 90, il y avait 600 000 logements locatifs privés à Paris, on est à 350 000 aujourd'hui. Mais à Paris, effectivement, les rendements sont faibles et après les impôts, il reste rien du tout si vous êtes à l'IFI. Donc il faut desserrer cet étau, soit en haut en supprimant le plafonnement des loyers, mais j'y crois pas, soit en bas avec la fiscalité. Bon, le statut du bailleur privé pourra y faire quelque chose, mais il y a aussi quelque chose qui coûterait rien au pays, c'est de desserrer aussi les taux réglementaires, parce qu'on est encore sur des lois absurdes. Je ne sais pas si vous avez vu passer aussi cet été cette info. Il y a un magistrat qui s'est fait squatter sa maison à côté de Nîmes, je crois. Et assez curieusement, le problème s'est réglé en 8 jours. Donc, selon que vous serez puissant ou misérable, on connaît l'histoire, mais moi j'y vois quand même ça quelque chose de positif, parce que si ceux qui sont chargés d'appliquer les lois se rendent compte que est-ce que c'est normal que quelqu'un qui force les serrures en mette 2 ans et demi pour libérer un logement? Si eux-mêmes s'en rendent compte, je pense que voilà, ça pourra peut-être participer à une évolution des esprits, ou en tout cas de ceux qui sont demain capables d'appliquer ou de voter les lois. Il suffirait d'une chose toute simple, c'est que dans la loi française, on n'a pas de bail vaut bail. C'est-à-dire que vous rentrez dans un logement, que peu importe comment vous rentrez, vous mettez l'électricité à votre nom, vous n'avez pas de bail, c'est comme si vous en aviez un. Ouais. Bon, faut arrêter avec ça. On est quand même à un bail numérique, on pourrait faire un fichier des baux numériques extrêmement simple, ou en attendant, obliger un bail écrit par un professionnel. Ouais. Ça, en 5 minutes, le problème des squats est réglé. Et les squats, c'est quand même une grosse angoisse pour les propriétaires. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est un peu comme l'avion. Les accidents d'avion, c'est rare, mais quand vous êtes dans l'avion, ça vous fait une belle jambe que ce soit. Et là, voilà. Bon, on va rester positif. En conclusion, un mot à chacun. On y croit, toujours l'immobilier? On y croit, oui. Ouais. Il y a 3 leviers aujourd'hui, notamment pour les investisseurs. Le premier, c'est l'action. N'attendez pas. Voilà, prenez-vous en main. Prenez en main votre patrimoine, vos projets. Ça, c'est la première règle. Ensuite, les 2 leviers, c'est le levier du crédit. Aujourd'hui, vous pouvez investir, vous constituer un patrimoine avec l'argent de la banque. Ça, c'est important. Et vous pouvez déduire les intérêts derrière de vos revenus. Et l'autre levier, c'est le levier fiscal. Donc, ça peut être via de l'amortissement. Pas vraiment la fiscalité, mais c'est de l'amortissement, ou alors de la réduction d'impôts. Voilà. Vous avez vraiment 3 leviers aujourd'hui pour agir et être performant. 30 secondes, conclusion. Oui, il y a encore un petit chemin pour développer un patrimoine immobilier. J'en parle bien sûr longuement dans mon ouvrage. Il y a un petit chemin, mais il est là. On peut effectivement encore arriver à gagner de l'argent, à créer du capital, surtout avec l'immobilier, en utilisant les leviers, les éponges, surtout fiscales, mais il y a encore un petit chemin qui est compliqué, mais qui est faisable. Eh bien, merci en tout cas pour vos éclairages à tous les deux. Stéphane Descartier avec le manuel de survie dans la jungle immobilière, à lire aux éditions du Rocher. Franck Vigneault, laboratoire de l'immobilier. Merci à tous les deux. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.